Bonjour, donc je m'appelle Olivier Grandjean, je suis français, j'ai 27 ans et j'habite une région du centre de la France dont la ville la plus importante est Limoges. Actuellement je suis à Besançon pour le concours international de chef d'orchestre, un des plus prestigieux concours dans le monde. Je découvre ce concours, je découvre la ville de Besançon et actuellement je viens de passer les épreuves de quart de finale et j'espère aller un petit peu plus loin. Bonjour, je m'appelle Marron, je suis le sergent Marron, affecté nouvellement au 19e régiment du génie. Je travaille au bureau de gestion du personnel. Voilà. J'ai 24 ans et engagé depuis 4 ans et 5 ans d'armée. Bonjour, je suis le caporal Ballandré, je suis du contingent 90-07, c'est-à-dire que ça fait 3 mois que je suis arrivé. Je travaille au bureau de gestion du personnel où je suis informaticien et j'ai 23 ans. Bonjour, je suis le caporal-chef du Val, appelé au 19e régiment du génie, j'ai 24 ans. Bon, je m'appelle Célie Hervé, je suis objecteur de conscience à Besançon. Alors j'habite pas ici, j'habite à une soixantaine de kilomètres à l'Île-sur-le-Doubs. Et je viens travailler à Besançon donc tous les matins et tous les jours de la semaine. Donc, je m'appelle Éric Poinceau, j'ai 23 ans, je suis objecteur au Centre Information Jeunesse de Besançon et je suis chargé du logement. Hello. Bon, je suis Emmanuel Châtelain, je vis à Besançon, une cité de 150 000 habitants. Je suis agriculteur, j'ai repris l'exploitation de mon grand-père. C'est une production de l'exploitation Le Mouton. Pour ma part, mon exploitation fait environ 25 hectares et j'arrive à produire environ 500 animaux par an. Besançon est la première ville verte de France, c'est-à-dire par son nombre d'agriculteurs et sa volonté et son goût pour la nature. C'est ce qui explique encore ma présence ici, à quelques kilomètres d'un centre-ville urbain. Bien, bonjour, je m'appelle Laurence Lecomte des Floris et je m'occupe de la communication de la société Temps et Passion, qui a créé les montres que vous pouvez découvrir sur cette table. Ce sont les montres Tabou Tabou. Et depuis cette année, une création d'une nouvelle montre qui s'appelle Meka, qui est une montre haut de gamme. Les autres sont des montres plus accessibles quant au portefeuille, au porte-monnaie. Je m'occupe donc de la communication. Qui dit communication dit à la fois presse, c'est-à-dire les relations avec les journaux, les magazines, c'est-à-dire faire passer la montre en rédactionnel. Ce qu'on appelle rédactionnel, c'est donc des journalistes qui parlent de nos produits, mais sans qu'on achète l'espace. Donc je m'occupe de la presse, je m'occupe aussi de la publicité, donc cette fois-ci justement en termes d'achat d'espace. Donc il s'agit de choisir les supports, donc les magazines qui vont présenter donc des publicités qui sont créées aussi par nous. Donc il s'agit aussi de s'occuper de la création des messages publicitaires, des visuels publicitaires. Il y a aussi les opérations de relations publiques. Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Maréchal, j'ai 31 ans et je vis ma passion, c'est-à-dire que je crée des montres et j'ai une société avec Jean-François Barthélemy et nous vendons nos montres dans le monde entier. Nous les fabriquons à Besançon puisque Besançon est la capitale horlogère et l'endroit où les montres se font en France. Je me présente, je m'appelle Hélène Cornet. Je suis étudiante à la faculté des sciences de Besançon. Je prépare une thèse de doctorat de 3e cycle en optique. J'ai 26 ans. Pascal Mollier, je suis aussi étudiant à l'université de Besançon, au laboratoire d'optique, où je prépare un doctorat de 3e cycle. J'ai 25 ans.
Bon, et ben, je m'appelle Jean-François, je travaille avec mon collègue qui est à côté, qui s'appelle François Pinard. On s'amuse à organiser des concerts sur Besançon, enfin on s'amuse, on travaille même. Je m'occupe plutôt de la partie technique et administrative et François s'occupe de tout ce qui est relations, signature de contrats, choses comme ça. Donc à partir de là, j'ai pu à me présenter vu qu'il l'a fait. Et je ne vais pas dire deux fois la même chose, quoi. Pour vous présenter rapidement ce qu'on fait, parce qu'on va enchaîner directement là-dessus, je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. On a monté une association il y a 3 ans qui s'appelle Los Productions. Pourquoi Los Productions? Parce que ça veut dire d'un côté les organisations de spectacles et de production, et puis en même temps Los en espagnol veut dire les, et Besançon est une ancienne ville espagnole, comme vous le saurez peut-être avec les différents témoignages que vous êtes en train de recueillir. Voilà. Donc c'est une association de production de concerts, c'est-à-dire que nous prenons contact avec des producteurs de spectacles à Paris ou à Londres, et puis nous organisons des concerts dans la région. Moi c'est Christophe, je suis le batteur de groupe et j'habite à Lons-le-Saunier. Moi c'est Jeannot, je suis chanteur-guitariste, j'habite également à Lons-le-Saunier. Moi c'est Olivier, je suis bassiste, j'ai 25 ans pour les demoiselles et j'habite à Lons-le-Saunier. Fabrice, j'ai 21 ans et j'habite Besançon. Tu fais quoi? Clavier. Ou de la trompette. On se sent toujours bien après les épreuves parce que c'est particulièrement éprouvant. Mais bon, on est toujours dans l'attente des résultats, les résultats arrivent, ensuite éventuellement il y a les demi-finales et puis c'est vraiment très très dur physiquement et psychologiquement de tenir pour tel concours. Mais enfin, c'est une possibilité d'avoir ensuite des concerts et de se faire connaître. On ne vous a pas donné beaucoup de temps pour vous détendre. Pendant le concours, pendant l'épreuve, comment est-ce que vous vous sentiez? Assez tendu quand même, assez tendu parce que j'ai été beaucoup arrêté par le jury pour faire différents passages des morceaux et à chaque fois c'était une nouvelle mise en condition, une nouvelle mise en tension et j'ai eu du mal à me détendre, je dois dire. Mais bon, il faut arriver à... Vous avez l'habitude de travailler avec des orchestres, d'être chef? Je dirige assez irrégulièrement. J'ai travaillé bien sûr au théâtre à Limoges, donc ma ville. J'ai travaillé un petit peu à l'étranger, en Italie, en Yougoslavie aussi. Mais d'une manière générale, je dirige très très peu. C'est le problème d'ailleurs de la plupart de mes amis qui passent ce concours. Sinon, nous ne le passerions pas si nous avions du travail. C'est la première fois que vous passez? Je l'ai passé l'année dernière, mais je m'étais arrêté beaucoup plus tôt. J'avais été éliminé au 8e de finale. Pas beaucoup plus tôt d'ailleurs. Ça va mieux cette année. Voilà, ça va déjà. Quelque chose. Et puis en fait, vous avez passé en dernier ce matin. Je suis passé, voilà, je suis le dernier candidat et je ne sais pas s'il y a des places plus intéressantes que les autres. Celui qui est premier aussi, c'est dur. Non, je crois que le principal, c'est de faire une bonne épreuve. Le jury n'est pas dupe.
fait travailler là aujourd'hui un orchestre assez impressionnant. C'est un grand orchestre qui ne vient pas de Besançon. Non, cet orchestre vient de Nantes. C'est l'Orchestre Philharmonique des Pays de la Loire, qui est donc un orchestre régional, qui en quelque sorte sert la vie musicale de la région de Nantes, la région des Pays de la Loire. Il y a aussi d'autres orchestres comme ça en France, évidemment à Bordeaux, à Toulouse. De très très bons orchestres, vraiment excellents orchestres. Celui-là a une bonne réputation. Ah oui, ça c'est vraiment un très bon orchestre, comme vous avez pu entendre d'ailleurs. Vraiment. On m'a dit que la ville de Besançon n'a pas d'orchestre. La région de Franche-Comté n'a Eh bien, pas d'orchestre. la ville de Besançon avait un orchestre, je crois, jusqu'à l'année dernière, un orchestre de chambre qui malheureusement a été supprimé. Bon, je ne peux pas dire pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Dans tous les cas, je trouve toujours dommage de supprimer un orchestre dans une région parce que l'orchestre est quand même un moyen de diffuser la musique symphonique d'une part, lyrique aussi peut-être, bon, quoi qu'il y ait un orchestre, je crois, de temps en temps au théâtre. Mais c'est quand même un moyen de diffuser une culture vivante. Et c'est dur de supprimer. Bon, d'abord, les musiciens, évidemment, n'ont plus de travail, n'ont plus de raison aussi de vivre artistiquement. Et c'est dommage. Mais bon, peut-être qu'ils veulent faire quelque chose. Peut-être qu'ils veulent créer un orchestre régional. Ce serait quand même une bonne chose. Besançon est connu un peu pour son festival de musique. Je ne sais pas si le festival est très connu. Je pense qu'il est connu parce que quand même, vous avez pu voir le programme. C'est un programme important. Il y a des orchestres. Il y a eu l'orchestre de San Francisco, l'orchestre national de France, l'orchestre de Bamberg qui vient. C'est vraiment un gros festival. Quant au concours, c'est un des concours les plus connus pour les jeunes chefs d'orchestre, d'où un très grand chef d'orchestre japonais est sorti. Seiji Ozawa a eu le premier prix ici. Je crois que ça a été en fait le premier concours international pour chef d'orchestre, le premier dans l'histoire, et c'est peut-être, je crois, le seul qui soit annuel, qui ait lieu tous les ans. C'est quand même un concours très très célèbre, oui, c'est sûr. C'est un des plus importants de toute façon, avec Tokyo peut-être, et puis d'autres en Italie, je ne sais pas trop, enfin. Je connais un petit peu Besançon parce que j'étais venu donc l'année dernière pour le concours et il y a quelques années pour, je crois pour un stage au conservatoire, mais je connais très peu. Enfin, à chaque fois j'étais agréablement surpris, non. J'ai particulièrement apprécié, disons, on ne peut pas être surpris d'une région qu'on ne connaît pas, mais parce que j'ai trouvé que c'était une région charmante. La campagne a l'air d'être très belle, j'ai des amis qui habitent Besançon. Ils apprécient beaucoup cette région. Les gens sont accueillants. C'est une région qui, a priori, me plaît, quoi, mais je ne la connais pas plus que ça, c'est sûr. Vous pensez rester après le concours un petit peu pour découvrir? Peut-être que je resterai un jour ou deux, justement, à aller à la campagne. Peut-être. J'ai des amis qui m'invitent. Donc je découvrirai vraiment l'essence même de cette région. Pour vous détendre. Peut-être après le stress, oui. Voilà. Vous pensez aller plus loin. Est-ce que vous pensez que vous avez de chances de passer plus loin? On pense toujours qu'on a des chances, parce que si on vient dans un concours de cette importance, juste en se disant « Ah, j'espère, bon, je ne suis pas sûr ». Non. Je crois qu'on doit venir à ce concours dans l'optique d'aller en finale et d'avoir le premier prix.
Là, on voit une façade qui est vraiment très propre, bien nettoyée. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, pas toutes les façades. Certaines, malheureusement, ont des pierres qui sont un petit peu noircies par la pollution, les pluies acides aussi. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas toujours à redistinguer la couleur naturelle de la pierre, qui est bleutée, gris bleuté et puis beige ocre. C'est une pierre qu'on appelle de la pierre de Chahut. Chahut, c'est le nom d'une forêt qui est tout près de Besançon. C'est là qu'était extraite cette pierre qui est connue des géologues parce que cette pierre de Chahut a une composition chimique bien particulière qui lui donne justement ces deux nuances. Est-ce que je peux vous demander d'abord de me dire pourquoi vous avez décidé de venir à l'armée, de faire votre carrière dans l'armée? Tout simplement parce que j'ai le droit de vote. Les femmes ont demandé l'égalité des hommes. Et j'estime que aussi bien les femmes que les hommes ont le droit de prendre conscience qu'il y a des problèmes dans le monde et un jour pouvoir avoir la possibilité de défendre son pays. Vous n'étiez pas obligé de faire le service militaire? Absolument pas. Et vous avez voulu? Oui, parce que déjà pour connaître, savoir ce que c'est, et puis une fois qu'on est rentré là-dedans, c'est pas pire qu'autre chose. Il y a des choses qu'on fait qui sont très intéressantes. L'armée est une grande famille, et puis je m'y sens bien. Parlez-moi de la vie de famille dans l'armée. Vous savez, quand on part sur le terrain, on en bave, parce qu'on marche. On fait des marches de nuit, des choses comme ça. C'est pas facile, surtout quand on n'a pas l'entraînement auparavant. Et c'est dans ces moments-là où vous faites les meilleurs amis. On est soudés. Bon, effectivement, il y a une certaine vie de famille, dans le sens où on est tous dans le même bain. On fait tous les mêmes travaux, on a tous les mêmes contraintes. Donc on est tous placés sur le même pied d'égalité. Maintenant, c'est vrai qu'on se fait beaucoup d'amis à l'armée. Mais bon, c'est un aspect de l'armée. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes comme vous qui choisissent cette voie? Énormément. Il y en a énormément. Combien à peu près dans ce régiment? Dans ce régiment, il y en a pas excessivement. On doit être à peu près entre 10 et 15. Je ne peux pas tellement vous dire, j'arrive. Mais quand je suis rentrée dans l'armée, il y avait un cantonnement, donc le logement des VMF, des volontaires militaires féminines, et on était déjà quand même une cinquantaine. Et qu'est-ce qu'on vous demande de faire? J'ai commencé par faire mes classes, c'est-à-dire qu'on crapahute, on va sur le terrain, on fait le parcours du combattant, on fait du tir, on a de l'instruction, on passe des examens, la même chose que font les appelés. Pour l'instant, je suis dans les bureaux. Mais il m'arrive quand même de partir sur le terrain, comme je vous l'ai dit, de partir faire du tir, de monter aussi des permanences, aussi bien garde que semaine, que déo. On fait exactement les mêmes choses que les hommes. Vous êtes de Besançon? Non, pas du tout. Je suis originaire de Lyon. J'ai personne de ma famille par ici. Pourquoi est-ce que vous êtes venu dans cette région donc? C'est le hasard qui a voulu ça. J'ai demandé à rengager et j'ai pris ce qu'on m'a offert. Quand on veut gagner son pain. Et vous êtes Besançon vous-même?
Oui, j'habite à Besançon, donc je suis tout près de chez moi. Vous connaissez bien la ville? Oui, enfin disons, je suis bisontin d'adoption. Je suis pas né ici, mais ça fait quand même 8 ans que j'habite ici. Est-ce que vous pourriez me dire un petit peu l'importance du militaire, de l'armée à Besançon? Pour la ville, bon, ça a une importance assez considérable puisque c'est une ville universitaire, il y a 17 000 étudiants et ensuite l'armée représente la deuxième plus grosse concentration d'hommes puisque ici nous sommes plus de 1000 appelés et engagés et qu'il y a un deuxième régiment, le 7e RCS, qui compte disons 400 personnes. Donc c'est assez important du point de vue économique. Oui, pourquoi à Besançon une telle présence militaire? Bon, on peut dire que c'est la tradition, il y a toujours eu des casernes ici, et puis l'Est de la France a beaucoup de casernes, puisque les pays riverains se concentrent surtout dans l'Est de la France, puisqu'à l'Ouest il est à la mer, donc il n'y a pas une grande utilité à concentrer des troupes du côté Ouest. Il faut dire qu'ici on n'a pas le choix, puisqu'on est appelé, donc on est obligé de servir. Maintenant, j'ai quand même fait quelque chose pour venir dans ma ville, puisque j'ai fait une préparation militaire. Sinon, il y a de fortes chances pour que je serve en Allemagne, puisque les gens de Franche-Comté servent à 60%, plus de 60% en Allemagne. Donc j'ai fait une préparation militaire et j'ai choisi la ville où je faisais mon service militaire. Et pour vous, c'était la même chose? Non, pour moi, je suis originaire du centre de la France, à 450 km d'ici. Et j'ai été sélectionné par le Bureau de service national de Lyon, duquel je dépendais, pour servir ici en tant qu'animateur SIJAS, d'une cellule d'information juridique, administrative et sociale. C'est une structure interne au régiment qui s'occupe des problèmes des appelés et engagés durant leur service national et qui aide à la réinsertion dans la vie professionnelle. Donc il n'y avait pas de choix pour vous, ça devait se faire ici à Besançon? Eh bien, comme vous a dit mon camarade, il y a beaucoup de casernes et beaucoup de villes de garnison concentrées sur l'Est, et donc plus de services dans ces villes-là. Donc je suis tombé sur Besançon. Et je n'en suis pas mécontent d'ailleurs, puisque c'est une ville accueillante, où je ne serais pas venu a priori, et où j'ai beaucoup de plaisir à me situer durant une année. Vous ne la connaissiez pas avant, la ville de Besançon? Pas du tout, et puis je ne serais pas venu donc ici a priori, si ce n'est pour faire du tourisme, puisque c'est une ville qui est assez chargée au niveau de l'histoire. Qu'est-ce que vous faites dans votre journée? Une journée typique, le matin, le réveil 5h30, on va déjeuner. Ensuite, il y a la levée des couleurs. Ensuite, on fait du sport. Ensuite, le temps de prendre la douche, de se remettre en uniforme. On a des cours. Sur le coup des midi, on va manger. On reprend vers les 1h30, ensuite on reprenait donc les cours, on finissait, ça dépendait de la longueur des cours, il nous arrivait de finir vers les 6h, 7h du soir. Bon, il y a plusieurs cas de figure. Soit la compagnie dans laquelle on est de service, alors auquel cas on se lève à 5h30, soit elle n'est pas de service, on se lève à 6h. Bon, ensuite on déjeune. On a jusqu'à 7h15 à peu près pour déjeuner, faire notre toilette. À 7h20, on a un rapport, c'est-à-dire que toutes les troupes se mettent sur l'emplacement du rapport, donc qui est là-bas. Ensuite, jusqu'à 11h30, on prend notre travail, donc dans mon cas, je suis informaticien. Ensuite, on va donc à l'ordinaire, c'est-à-dire au restaurant de la caserne. À 1h20, on a un deuxième rapport où les consignes donc sont données. Ensuite, on va travailler jusqu'à 17h30. Et les personnes donc, qui habitent dans les environs de la caserne peuvent sortir à partir de 17h45 jusqu'au lendemain, donc 6h. Quand je suis donc rentrée dans l'armée, le premier mois a été vraiment quelque chose de terrible pour moi. Parce que quand on est à la maison, on est réveillé en douceur. Généralement, on a les tartines qui sont prêtes. On fait pas grand-chose, quoi. On va à l'école tranquillement et ainsi de suite.
Quand on rentre à l'armée, c'est autre chose. Parce que déjà, il faut se mettre à un rythme qu'on ne connaît pas du tout. Le matin, on est réveillé au clairon ou quelqu'un passe dans les chambres en criant « réveil ». C'est des choses qu'on n'a pas du tout l'habitude de faire, de voir. Ou le petit déjeuner, il faut se faire ses tartines soi-même, et ainsi de suite. C'est vraiment pas évident au départ. Hein. Mais bon, j'ai fait un choix, quoi. C'est quand même pas évident de se faire commander. C'est facile de commander les autres, mais c'est pas évident de se faire commander. Puis il y a des choses qui sont strictes qu'on est obligé de respecter. Et il y a des fois, on est obligé de mettre son pain dans sa poche. C'est comme dans le civil. Enfin, je pense que le civil, c'est un petit peu pareil aussi. Quelque chose, à partir du moment où elle l'a, elle est bien dans sa peau. On commence déjà à rapatrier des militaires qui servent en Allemagne. Donc certains militaires qui servent en Allemagne commencent à revenir. Donc ça a été annoncé par le président de la République il y a peu de temps. Le service pourrait passer de 12 à 10 mois. Mais mis à part ça, je pense qu'on serve en France qu'en Allemagne, donc le service militaire est à peu près identique. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez continuer à faire? Vous voudriez faire votre carrière dans l'armée? Oui. Oui, je ne veux pas avoir l'impression d'avoir fait ça pour rien. Et puis, j'estime que c'est très important. Et en plus, c'est mon métier, quoi. Je suis bien là-dedans, je m'y sens bien. Je me sens réellement à ma place. Bon, pour ma part, non, puisque bon, j'ai une formation déjà dans le civil qui m'assure des débouchés au niveau professionnel. Mais j'ai découvert une vie que je ne connaissais pas et je ne suis pas mécontent d'avoir fait mon service national pour prendre conscience de la nécessité de défendre son pays. Et je pense que le pays ne peut être bien défendu que grâce à une conscience collective de la part des civils. Bon, alors pour ma part, moi non plus, je ne ferai pas une carrière dans l'armée. J'ai une formation scientifique et puis j'ai d'autres projets. Oui, vous n'avez jamais pensé faire l'objection de conscience? C'est possible. Oui, effectivement, c'est possible. Mais bon, moi, je ne suis pas spécialement contre les armes. J'estime aussi que je dois savoir un minimum sur le maniement des armes et puis bon, de manière à pouvoir défendre mon pays en cas d'attaque. Mais il y a un deuxième problème également, c'est que les objecteurs de conscience font un service donc civil de 2 ans. Moi, je préfère servir 1 an. Oui, c'est le problème de la longueur du service national qui quand même entame pas mal ses années d'entrée dans la vie active. Et c'est vrai que je ne souhaitais pas particulièrement non plus faire un service civil et le port de l'uniforme et le maniement des armes ne me gênent pas particulièrement. Ça vous dérange pas? Pas du tout, non. Je trouve que c'est même incompatible avec la volonté de défendre son pays et un certain patriotisme. Vous croyez que c'est important d'être patriotique de nos jours? Ouais, c'est pas forcément, ça dépend, ça se discute. Le patriotisme, c'est surtout une valeur militaire maintenant, c'est un peu péjoratif. Mais je sais que l'objecteur, en cas de guerre, s'il fallait que ça se fasse, il n'est pas renvoyé chez lui, il est affecté au service civil, c'est-à-dire à la protection civile des gens. Donc ambulance, etc., évacuation des blessés. Mais il ne fait pas partie du groupe d'action, c'est-à-dire le militaire qui va au front, quoi. Donc moi, quand s'est posé la question du service national, j'ai choisi de faire ce service dans le cadre du service civil, donc de l'objection de conscience, pour des questions principalement religieuses, puisque je suis chrétien, et ma foi chrétienne me demande d'être assez cohérent par rapport à ce que je crois, et entre autres le fait de porter une arme et d'envisager au service national de me servir de cette arme pour tuer un éventuel ennemi ne s'accordait pas bien avec ce que j'ai en moi et même ma conscience. Donc j'ai fait la demande d'être objecteur de conscience pour cette raison. Alors l'objection de conscience, c'est un refus à la base donc de porter les armes, c'est-à-dire un refus de faire le service militaire, puisque en France le service militaire se fait par conscription, c'est-à-dire on sélectionne les gens dans un centre avant d'aller au service, donc à 18 ans environ. Refus de porter les armes, dans votre cas, pourquoi? Vous pouvez m'expliquer un peu? Moi c'est purement idéologique, déjà
c'est une chose que j'ai jamais fait. Bon, c'est un peu, si vous voulez, regroupé dans le but de la non-violence. Donc c'est quelque chose qu'on perçoit en étant adolescent. Donc c'est un choix dans la vie, quoi, en fait. Et l'objection de conscience, ça a toujours été possible ou c'est nouveau? Alors l'objection de conscience, il y a 15 ans, celui qui voulait faire objecteur était mis en prison pendant 6 mois. Et ensuite on l'a renvoyé chez lui. À partir de 81, donc à l'arrivée des socialistes, je ne fais pas de politique, hein. L'objection est devenue quelque chose qui dépendait plus du ministère de la Défense mais du ministère des Affaires sociales. Et là, le ministère des Affaires sociales plaçait les objecteurs. À partir de 83-84, l'objecteur a eu le droit de choisir donc, son organisme, et c'est ce que j'ai fait donc, en choisissant un organisme qui avait attrait à l'archéologie. Pour arriver au centre information jeunesse et m'occuper du logement, nous avons la possibilité en France d'avoir un gros document où il y a tous les organismes et toutes les associations qui sont habilitées pour recevoir donc, des objecteurs. J'ai prospecté, j'ai vu ce qui me semblait intéressant de mener, puisque je pense aussi que le service civil est une chance pour le pays, puisqu'on rend un service comme celui que je rends au niveau du logement pour les jeunes. Donc ça nous permet que le service soit gratuit. Donc je pense qu'il y a un service rendu à la nation. Et donc ça me semble important de trouver un emploi où on puisse nous-mêmes nous épanouir dans ce qu'on fait. Il y a quelques années, je crois que l'objection de conscience était assez mal vue, surtout peut-être dans une région comme la Franche-Comté, assez conservatrice. Est-ce que c'est toujours le cas? Non, je crois que les mentalités ont beaucoup évolué. C'est vrai que quand j'ai dit à mon père que je voulais être objecteur de conscience et que je ne ferais pas le service civil, il y a eu un petit moment, un petit frottement, hein, un petit affrontement parce que nous n'étions pas d'accord. Bon, mais je crois qu'avec toute l'ouverture qu'a pris le service national sous la forme des objecteurs de conscience aujourd'hui, et que je lui ai montré que je pourrais faire un travail intéressant pendant ce temps, bon, il a compris que ça pouvait être pas plus mal. Et je crois que les gens sont assez mal informés sur la forme que peut prendre un service civil, mais quand on leur explique ce qu'on fait, qu'ils voient que ça peut être intéressant, et intéressant non pas seulement pour nous, mais aussi pour le pays, je crois qu'il y a un autre regard. C'est-à-dire que c'était très mal perçu par les gens, puisqu'il faut se dire qu'en France, la dernière guerre, elle n'est pas très lointaine. Donc dès l'instant qu'on remonte 2 à 3 générations, c'est mal vu. Donc certaines personnes peuvent comprendre, mais c'est vrai que c'est déjà mal perçu et c'est mal connu, très très mal connu. C'est-à-dire que les gens ne savent pas en quoi ça consiste et voient que le côté négatif de la chose, c'est-à-dire la durée qui est de 2 ans. Vous connaissez des jeunes militaires, des jeunes qui font le service? Pas actuellement, mais j'ai eu quelques amis qui ont fait leur service militaire ici à Besançon. Donc il ne faut pas croire non plus que tous les militaires me sont antipathiques. C'est uniquement la fonction militaire et l'esprit militaire qui me dérange le plus, quoi. En fait, j'estime très bien qu'il y a des gens qui n'ont pas la possibilité de faire l'objection, qui ne sont pas au courant, etc. Et c'est malheureux, quoi, en fait. Puisqu'ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils ne savent pas que ça existe. Donc ils se retrouvent au service militaire et très souvent, c'est pas souvent qu'ils veulent le faire. Donc votre choix n'a rien changé vis-à-vis vos rapports avec vos amis? Non, pas du tout. Bon, ça serait plutôt eux qui regardent ça un peu du coin de l'œil. Au début, ils y croyaient pas trop. Quand j'aurais dit ça, ils m'ont dit t'es fou, comme toute personne, tu vas faire 2 ans, tu vas t'embêter et ça va t'amener à rien. Mais maintenant, ils commencent à se rendre compte que ça peut servir. Moi, j'ai fait le choix de faire l'objection de conscience. D'autres ont choisi de prendre l'option du service militaire. Je respecte tout à fait le choix de mes amis, comme ils respectent mon choix, et il n'y a aucune difficulté dans nos relations. Et à quel âge est-ce qu'on est confronté à ce choix? Moi, c'est arrivé parce que j'étais étudiant. En étant étudiant, j'étais sursitaire jusqu'au bout. Donc,
sursitaire, ça veut dire que j'ai reporté la date de mon appel militaire, puisque je faisais des études. Et arrive à un certain moment donné, donc on ne peut plus repousser à 23, 24 ans. C'est ce qui s'est passé, donc moi j'ai pas pu continuer mes études. Quand je suis allé au centre de tri, j'ai été déclaré apte. J'aurais été réformé, il n'y avait pas de problème, j'aurais pu continuer. Mais apte, ça me pose un problème, ça me cassait mes études. Donc autant faire quelque chose qui serve à quelque chose, donc sur 2 ans, donc objection de conscience. Et ça dure combien de temps? En tout, 24 mois, donc 2 ans exactement. C'est-à-dire que moi j'ai commencé en décembre 1989, je terminerai en décembre 1991. Et pour le service militaire, c'est moins long que ça? Le service militaire, oui, c'est 1 an, mais les avantages ne sont pas les mêmes. Moi je me vois très mal me lever tous les matins à 6 heures pour faire 3 fois le tour d'une cour, ce qui n'apporte absolument rien. Ressortir, j'ai pas envie de mourir idiot, quoi. Et ressortir bête, ça m'intéresse pas, quoi. Donc 1 an à l'armée, ça m'intéresse vraiment pas. En plus, être tout le temps commandé sur votre dos, c'est pas un esprit que j'ai. Et voilà, donc le problème il est là. Et en plus, ce refus de porter les armes à feu. Moi, je ne suis pas pressé, je pense qu'on a toute la vie devant nous. Je pense aussi que pour se lancer dans un travail comme le logement que j'ai lancé au niveau du centre, 1 an ça aurait été trop court de toute façon. Et 2 ans me permet de connaître beaucoup de gens, d'avoir suivi une formation et puis d'être... bon, c'est vraiment au bout d'1 an que je maîtrise bien le domaine du logement et que je peux être compétitif et compétent dans mon travail. Donc la question temps a pour moi peu d'intérêt. Je ne sais pas si j'ai donné mon âge, j'ai 26 ans. Je suis seul jeune sur Besançon à vouloir continuer l'agriculture. C'est-à-dire que tous les autres fermes sont exploitées par des personnes d'âge allant de 50 à 95 ans. C'est-à-dire que dans 10 ans, il n'y aura pratiquement plus d'exploitation à Besançon. Vous êtes le seul à être optimiste pour l'avenir de l'agriculture dans la région? C'est le fait que beaucoup d'exploitations disparaissent, ça peut être un point favorable pour moi qui pourrait me développer. Mais d'un autre côté, se retrouver seul dans une production, c'est un peu triste aussi. Et les moutons, c'est pas la production traditionnelle de cette région? Non, pas du tout. Alors les productions traditionnelles, comme j'ai dit tout à l'heure, production laitière. Et la production laitière est réglementée en France et gérée par un système de quotas. C'est-à-dire que les productions sont plafonnées. Alors sur notre exploitation, nous avions une très faible production. Et le fait d'être sur Besançon, malgré certains avantages, il y a un gros inconvénient. Du fait de la circulation automobile, nous n'avions plus la possibilité d'aller mettre nos animaux en pâture et les rentrer 2 fois par jour pour la traite. Donc il fallait trouver une autre solution, d'où le mouton, c'était beaucoup plus souple d'utilisation. Vous l'exploitez pour sa viande? Oui, uniquement pour la viande et pour la laine aussi. Bon, le pourcentage de revenus de laine et viande, bon, c'est toujours appréciable, mais la laine représente environ 4 à 5% du produit. Donc surtout pour la viande, ce sont les gens de la région, les habitants de la région? Oui, alors un point fort pour moi, étant pratiquement le seul producteur sur la région, j'ai volontairement, je me suis dégagé des systèmes qui
qui étouffent un peu l'agriculture, c'est-à-dire des systèmes de groupement de producteurs qui assistent ou bien qui aident l'éleveur. C'est-à-dire que pour ma commercialisation, je suis autonome. Je vends toute ma production directement à des bouchers qui ont une clientèle assez, pas dire de haut niveau, mais qui réclament une viande de qualité, une qualité homogène. Et deuxièmement, en vente directe. Du fait qu'il y a un gros potentiel de consommateurs sur Besançon, j'ai fait une certaine publicité et ça commence à porter ses fruits. Ils sont fidèles. Ils sont très fidèles, oui. Mais c'est un type d'exploitation qui n'est pas reproduisible à l'infini. C'est-à-dire que pour pouvoir travailler comme ça, il faut avoir un potentiel de consommateur à sa porte. Qu'est-ce qu'ils apprécient surtout en votre viande de mouton? Je vais pas. Ce qu'ils apprécient le plus, c'est surtout une régularité. Chez moi, ils peuvent venir chercher du mouton du 1er janvier au 31 décembre. Il y a une certaine régularité de produits et de production. J'ai beaucoup axé mon travail là-dessus. Et bon, pas une certaine qualité aussi biologique, du fait que je produis toute mon alimentation. L'alimentation au niveau fourragère. J'ai essayé aussi d'axer toutes mes récoltes au niveau qualité. Et c'est ce qui... Ça permet un petit peu de prendre en confiance les clients. Et ceux-ci vous accordent leur confiance. Allez, tiens. Tiens là, tiens. Vous avez combien de moutons? Environ 550 animaux. C'est assez impressionnant pour la région. Pour la région, voilà. Pour la région, ça semble impressionnant, alors qu'en fait, c'est une toute petite unité. Mais j'arrive à tirer un revenu, à vivre sur cette petite structure du fait de mon créneau de commercialisation. Est-ce que vous êtes bien soutenu par les responsables de la région? C'est un point qui est assez intéressant. Du fait que je suis pratiquement le seul à produire du mouton, on s'intéresse très peu à moi. Mais on me donne tout de même un exemple lorsqu'il y a des problèmes en disant il faudrait, pour donner un exemple, vous pourriez diversifier. Regardez, ce monsieur à Besançon, il s'en tire très bien. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. C'est le jour où moi j'ai des problèmes, on fermera les yeux. À l'époque de mon installation, la production ovine était très déficitaire en France et donc les installations des jeunes étaient bien subventionnées et bien aidées. Le gouvernement français et européen, souhaitant arriver à une certaine autosuffisance alimentaire au niveau de ses productions. Or, depuis quelques années, les gouvernements ont changé leur fusil d'épaule et souhaitent davantage nourrir les populations à coût réduit. Ceci se traduit au détriment d'une certaine qualité et deuxièmement au détriment de ces producteurs, de ces agriculteurs qui sont obligés de brader leur production au prix où les populations de Nouvelle-Zélande, entre autres, et d'Australie écoulent les leurs. C'est-à-dire que les producteurs français devraient arriver à s'aligner sur ces producteurs néo-zélandais qui ont des coûts de production bien moins élevés et des méthodes de travail tout à fait différentes. Mais c'est un problème qui est assez simple. C'est la loi du marché avec l'offre et la demande. Il y a un potentiel de demande
en France ou bien au niveau européen de X tonnes, si les Français arrivaient à les produire, ils pourraient, et s'il y avait un certain protectionnisme aussi aux frontières, la production française serait consommée en France et à des prix corrects. Alors que là, vos pays nous envoient des viandes de qualité pratiquement égale. Mais vu que vos coûts de production sont beaucoup plus faibles et que c'est en plus, c'est vos excédents. C'est comme en toute chose, quand on a un excédent, qu'est-ce qui nous gêne? Qu'est-ce qu'on fait? On veut s'en débarrasser, on le brade à la limite. Et vos excédents à vous sont 10 fois plus élevés que notre production en volume chez nous. C'est-à-dire que nous sommes envahis. Bon, pour ma part, je suis indirectement touché, vu que j'ai un créneau de commercialisation un peu différent des grandes productions ovines en France. Mais tous mes collègues éleveurs d'autres régions sont assez attristés de voir cela. Je réussis à tirer un revenu, mais vu que je suis jeune agriculteur, je suis obligé de réinvestir de grandes quantités de mes produits dans l'exploitation. Bon, pour arriver à avoir des meilleures conditions de travail, arriver à améliorer un petit peu les qualités de mon troupeau. Comme cette année, j'ai construit un bâtiment afin de pouvoir faire mes récoltes seul. Bon, ça s'imposait. Bon, c'est un gros sacrifice financier, mais quand on s'engage dans une production ou dans quelque chose, c'est quand même pour un certain nombre d'années, c'était un choix à faire. C'est-à-dire que je ne prends pas de vacances. Si, je suis... bon, pareil, la France est un grand pays au niveau des vins. Je me suis permis de partir 15 jours au vendange. Bon, ça m'a fait des vacances, vu que c'est un dépaysement très beau. On rencontre toutes sortes de populations. Et ça ne m'a rien coûté. Ça m'a permis de me dépayser gratuitement. Bon, mon exploitation me dégage même pas mal de temps de libre. Alors, j'ai une formation c'est-à-dire j'ai un baccalauréat et 2 années supérieures. Donc, je donne des cours aussi dans les lycées agricoles, dans l'hiver. Bon, c'est insignifiant, mais c'est toujours pareil, c'est pour rester en contact avec déjà les populations et un petit peu les techniques modernes pour ne pas être coupé carrément. En second lieu, je suis tondeur de moutons. Si pour la région, je suis le seul gros éleveur, il y a une multitude de petits troupeaux, c'est-à-dire d'anciens exploitants qui ont encore une petite surface et qui utilisent le mouton pour brouter leur herbe. C'est pas au niveau, ce n'est pas une activité principale, c'est un petit à côté. Bon, ces gens-là font appel à des gens comme moi pour tondre leurs moutons. La Galerie du Saint-Esprit, elle faisait partie d'un hôpital qui s'était élevé ici et qui avait pour mission d'accueillir les enfants perdus, les femmes sur le point d'accoucher, les vagabonds. Et la galerie, elle desservait des bâtiments qui faisaient partie donc de l'hôpital, qui ensuite ont eu d'autres affectations, puisque maintenant la chapelle de l'hôpital est devenue le temple protestant. Il y a le logement du pasteur dans la tour, et puis des salles où on fait le catéchisme, et puis d'autres bâtiments derrière qui appartenaient aux bâtiments de la police à Besançon. Et en fait, seule la galerie a été conservée très bien, parce qu'elle avait été plâtrée. Elle avait été prise dans du plâtre et on l'a retrouvée en fait tout à fait par hasard au début du siècle. Mais c'est le fait qu'elle a été plâtrée qui explique son état de conservation qui est assez exceptionnel. C'est un très beau travail de bois sculpté. On le date de la fin du XVe siècle, du début du XVIe, on ne sait pas exactement. De même qu'on ne sait pas exactement
ce que représentent les petits personnages qu'on peut y voir. Elle reste un petit peu énigmatique. Elle a juste été nettoyée, mais elle n'a pas subi de restauration très particulière, non. Le plâtre a vraiment permis son état de conservation quasi exceptionnel. Destiné à être prêtre. Donc je suis séminariste, je suis donc en stage. J'ai fait un premier cycle, donc un doc de théologie, et puis donc je suis dans cette période de stage. Et si tout va bien, je continuerai donc ma formation théologique pour être prêtre dans quelques années. Alors pour le diocèse de Besançon, dont je fais partie, donc de l'Église catholique du diocèse de Besançon, qui comprend le département du Doubs et le département de la Haute-Saône, nous sommes 16 séminaristes sur toutes les années. Et en première année, cette année, ils sont entrés à 6 au séminaire de Lyon. Nous n'avons plus de séminaire à Besançon. Et donc il y a des rattachements par région. Alors le scoutisme est très présent dans la région. Ça, c'est une action importante que beaucoup de jeunes pratiquent. Et je crois à tous les âges, du plus petit louveteau en passant par les scouts, les pionniers et les compagnons. Beaucoup de grands adolescents aussi sont présents au niveau du scoutisme. D'autres mouvements comme le secours catholique. Il y a beaucoup d'équipes jeunes aussi justement pour la présence auprès des plus pauvres, que ce soit tiers-monde ou quart-monde, principalement pour aider des jeunes à faire leur travail scolaire ou même un travail d'alphabétisation. Il y a aussi un bon groupe sur Besançon de jeunes étudiants qui militent, le mot militer n'est pas un peu exagéré, au sein du Génépi, qui est un groupe d'étudiants qui rencontre les personnes incarcérées, donc à la prison de Besançon. Donc ça marche bien aussi. Je pense qu'ils ont une présence là qui est importante. Il y a des mouvements aussi plus spirituels, comme le mouvement eucharistique des jeunes, qui a plus qui est peut-être moins actif, mais plus tourné vers la prière, vers Dieu. Nous sommes, je pense, quand même encore une région où la foi, peut-être pas tant ici à Besançon, mais plus dans le Haut-Doubs, qui est encore très chrétien, où elle reflète quand même une certaine vitalité. Je vois dimanche dernier, notre archevêque, le Père Dallot, a réuni à Consolation tous les confirmés de l'année. Il a confirmé 1200 adolescents de 16 à 19 ans. Donc ils se sont retrouvés à Consolation et je crois que ça a été une grande fête et une grande vitalité de tous ces adolescents qui veulent vivre leur foi et la faire passer aux autres. C'est un type de décoration qu'on ne trouve pas habituellement à Besançon et qui est tout à fait particulier à la cour où on se trouve. La maison date du XVIIIe siècle et on pense que c'est le propriétaire au XIXe qui a fait apposer ce motif de mosaïque. On ne sait pas quelle est son origine exacte. On sait simplement qu'il date du XIXe parce que le motif de berger et de bergère qui est représenté est le motif romantique
mosaïque typiquement à la mode à cette époque-là. Vraisemblablement, le propriétaire a dû voir un motif de mosaïque quelque part qui lui a plu. Il a cherché à en faire apposer ici. Mais il est certain que ça donne beaucoup de relief à l'escalier. Alors là, qui par ailleurs est construit en pierre et en fer forgé à la partie inférieure pour des questions de solidité, pour résister également à l'humidité qui est assez fréquente dans ces cours qui ne reçoivent pas toujours beaucoup de soleil. Et puis en bois aux parties supérieures. Le bois était plus léger, plus économique aussi. Oui, est-ce que les escaliers, les fers forgés, les boiseries datent toujours de la même époque ou est-ce qu'il y en a de toutes les époques à Besançon? On en trouve de toutes les époques, essentiellement du XVIe au XVIIIe siècle. Et même encore au XIXe. Le XVIe et le XVIIIe siècle, ce sont les deux grands moments de l'histoire de Besançon, deux grands moments où la ville a été assez prospère. Au XVIe siècle, quand elle est une ville libre, protégée par l'empereur Charles Quint, et puis ensuite au XVIIIe siècle, quand elle est devenue ville française. Et c'est vrai qu'on a beaucoup plus de témoignages de ces deux périodes-là. Oui, alors la maison où on se trouve ici date du XVIe siècle et c'est certainement un des plus anciens escaliers de Besançon qu'on peut voir là. Il a beaucoup de charme parce qu'il a été réalisé en pierre et en bois. Et l'accord du bois et de la pierre, c'est certainement beaucoup plus doux pour l'œil que d'autres où on trouve plus abondamment le fer forgé. Autrement, il reprend un petit peu la disposition des escaliers qu'on trouve dans presque toutes les cours de Besançon, à savoir des escaliers qui permettaient d'aller d'un corps de bâtiment de la maison à l'autre, puisque les maisons, la plupart du temps, ont été construites sur des parcelles de terrain qui étaient étroites, qui étaient profondes, et pour gagner de la place sur les parties d'habitation, pour éviter aussi de redescendre dans les cours en passant d'une partie de la maison à l'autre, eh bien, on a perpétué au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle la tradition de ces escaliers qui sont accrochés sur des murs qui séparent justement les parcelles et les maisons. Là, on se trouve dans l'hôtel Terrier de 100 ans, qui a été construit à la fin du XVIIIe siècle pour un parlementaire de Besançon. Et il avait pu acheter plusieurs parcelles de terrain, ce qui fait qu'on est en présence là d'un hôtel particulier qui a des dimensions supérieures à celles de la plupart des autres hôtels de Besançon. Lui a pu construire des ailes latérales et donc là on est en présence d'un escalier intérieur qui a une très belle rambarde de fer forgé, sculpté, décoré. Donc il date de quelle époque? Il date du dernier tiers du XVIIIe siècle. Très exactement 1771. Ah, moi je suis arrivée là un beau matin de 1962 puisque j'y suis née. Par la volonté ou le hasard de la procréation. Ceci dit, j'ai quitté Besançon effectivement il y a à peu près 4 ans, parce que c'est vrai que dans le domaine de la communication, des métiers dits nouveaux, c'était un petit peu fermé à Besançon. Et donc je suis allée faire mes armes à Paris, dans une agence de publicité, dans des agences de communication, aussi variées que des agences qui s'occupent de faire du recrutement de haut niveau. Donc on a des textes à élaborer, des gens rencontrés pour définir les profils des fameuses personnes à recruter. Donc j'ai un petit peu balayé toute une série de boulots. J'étais aussi dans l'audiovisuel à un moment donné, donc, mais en contact, en relation client. Et puis la vie parisienne, à un moment donné, ne m'a plus satisfaite. Enfin, c'est-à-dire que j'ai fait aussi mes études. Donc tant qu'on est étudiant,
C'est agréable, on a le temps de se balader, de profiter des expositions, d'aller rencontrer du monde. Et puis une fois qu'on débute vraiment dans le boulot, déjà on doit donner beaucoup plus que 10 ans plus tard, dans le sens où on a plein de preuves à faire, donc beaucoup plus de temps. Donc c'était complètement infernal, c'était 1 heure de métro le matin, toute la journée au boulot, rentrer à 8 heures le soir. Ça me semblait un petit peu stupide. Donc je me suis dit, quitte à travailler beaucoup, aussi bien vivre dans un cadre qui me satisfasse, tout simplement. Donc où on puisse aller travailler à pied. Moi c'était pour échapper au stress de la grande ville. Vous aviez des attaches déjà à Besançon? J'avais des attaches, j'avais ma famille. Bon, quoique, en fait, une grande partie de ma famille est partie à Paris. Et je suis l'une des seules à être retournée à Besançon. Mais ils ont tous un petit peu la nostalgie, l'envie malgré tout d'échapper effectivement à un rythme de vie qui les fatigue. Mais c'est vrai qu'il y a des tas d'opportunités aussi qui n'existent pas dans une ville de province. Il y a des tas de métiers qui n'existent pas. Alors ceci dit, moi c'est facile de dire ça, je veux dire je profite de Paris toutes les semaines puisque je travaille toutes les semaines, je me rends à Paris pour mes relations presse, pour rencontrer des journalistes. Donc j'ai le bénéfice de la vie parisienne très résumé, comme ça sur 1 ou 2 jours, mais j'aime avoir une maison, un jardin, voilà, un style de vie plus provincial. Et quand vous êtes revenu à Besançon, vous cherchiez à travailler dans le monde de l'horlogerie ou c'était un hasard? Du tout. En fait, je suis revenue, je me suis dirigée vers les agences de pub puisque c'était un petit peu le savoir-faire que j'avais acquis. Et j'ai rencontré le responsable de la communication à la mairie de Besançon et puis on a sympathisé. Puis moi j'avais très envie de travailler, donc je m'étais beaucoup renseignée, j'avais lu énormément de journaux pour savoir un peu ce qu'il faisait. Et il se trouve qu'il venait juste d'acquérir un dirigeable, un ballon dirigeable. C'est un petit peu comme une montgolfière, sauf que ça se dirige. Et qui était un petit peu l'outil de promotion de la ville de Besançon. Et il m'a un peu questionné à savoir est-ce que déjà ça m'intéressait comme type de communication événementielle, et puis qu'est-ce qu'on pouvait en faire. Et puis bon, nos points de vue étaient en pleine coordination. Donc voilà, j'ai été engagée à la mairie où j'ai travaillé pendant 1 an et demi. Et j'ai eu l'occasion, en travaillant à la ville de Besançon, comme il s'agissait de faire la promotion de ceux aussi qui font la ville, c'est-à-dire notamment des gens comme Tabou Tabou, on a eu l'occasion de travailler très souvent ensemble parce que Tabou Tabou c'était quelqu'un de jeune. Bon, moi, ils sont deux associés, mais moi je connaissais celui de Besançon parce qu'ils sont un à Strasbourg et un à Besançon. Et donc c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un, c'est vrai, de dynamique, mais pas dans le sens tellement galvaudé. Vraiment, il y a quelque chose de profondément dynamique chez Jean-Christophe, une curiosité, et donc ce côté prêt à tout, parce qu'il est prêt à tout ce qui passe, une générosité aussi, qui est importante, parce que c'est pas toujours courant dans tous ces métiers-là. Et puis une volonté de redonner ces lettres de noblesse à une horlogerie qui a été quand même, c'est vrai, largement ébranlée par l'affaire Lippe. Voilà, Jean-Christophe, vous avez fondé cette société qui s'appelle Tabou Tabou. Temps et passion est le nom de la société et nous avons 2 marques, Tabou Tabou et Meka. J'ai vu sur votre logo Tabou Tabou Paris, mais ça n'a rien à voir avec Paris. Paris est la marque de la mode, de la haute couture, mais les montres sont fabriquées à Besançon, et complètement fabriquées à Besançon. C'est donc en fait là où est la vie de notre société. Qu'est-ce qui vous a incité à créer cette société? Eh bien, tout simplement l'amour des montres. Nous sommes dans une région où il y a une forte infrastructure horlogère. Toutes les entreprises compétentes qui fabriquent chacun des éléments de la montre sont dans notre région. Et puis, il y avait des choses complètement passionnantes à faire dans l'horlogerie qui n'avaient pas été faites, alors j'ai décidé de les faire. Donnez-moi des exemples, parce qu'on aurait pu penser que tout ce qui avait été faisable dans l'horlogerie aurait déjà été fait à Besançon, capitale de la montre. Qu'est-ce que vous avez fait d'original? D'une certaine manière, je crois que la forme de nos montres est complètement différente. Ce sont des montres qui communiquent des passions,
Ce sont des montres dont les aiguilles sont complètement folles, dont les cadrans aussi sont le décor de ces folies. Et par exemple, la montre du cinéma, les aiguilles qui donnent l'heure sont un clap de cinéma. Il y a une trotteuse qui est l'étoile des stars. Et donc, les montres sont complètement typées par rapport à la passion. Il y a donc des passions sur la culture, sur les arts, sur, je dirais, tous les thèmes forts de ce qui peut passionner un public, qu'il soit jeune ou beaucoup plus âgé. Donc pas uniquement les jeunes, vous ne destiniez pas cela uniquement à un public jeune. C'est un public jeune d'esprit, mais de 5 ans à 99 ans, et même au-delà, suivant les cas. Alors ces montres sont, disons qu'on peut les distinguer de toutes les autres marques par un signe caractéristique. Elles sont toutes rondes, elles ont la bille remontoir décalée à 4 heures, donc cette petite chose-là. Donc ça c'est le signe distinctif de Tabou Tabou, c'est comme ça qu'on peut reconnaître cette marque. Sinon la caractéristique aussi de ces montres, comme on peut le constater, et c'est l'innovation de Jean-Christophe Maréchal, qui est le créateur de cette marque et aussi partenaire de cette société. Ce sont des thèmes qui sont présents donc sur les aiguilles, déclinés sur les aiguilles et déclinés sur les cadrans. C'est-à-dire qu'il y a des cadrans gravés, comme par exemple dans le cas de la montre disque, il y a véritablement un disque micro-sillon qui est gravé, donc avec aussi un texte central, comme se présente en fait un disque vinyle, parce que ça existe encore. Il y a le Festival de musique de Besançon, donc, la montre est composée donc, d'un violon, avec son archet, une note de musique qui se balade sur le cadran, le logo de l'opération évidemment. Donc ce sont un petit peu des objets souvenirs que les gens donc, à qui nous les remettons, type chef d'orchestre, soliste, enfin homme de musique en tout cas, journaliste, parce que c'est important, on tient à récompenser ceux qui se déplacent à Besançon et qui font écho de ce qui s'y passe, donc on tient à ce qu'ils repartent avec un cadeau significatif, symbolique, donc on reste quand même la capitale de l'horlogerie. Et puis on est présent aussi aux Francopholies. Donc les Francopholies, c'est le festival de musique francophone, donc qui est animé par Jean-Louis Foulquier. Et donc ces Francopholies cette année est un petit peu sous le signe de quelque chose de très coloré. C'était les Caraïbes, enfin c'était la mer, c'était le bleu, donc c'est une montre toute bleue avec un texte en créole qui dit Chimbe red pas molli, c'est-à-dire tiens bon, ne mollis pas. Et c'est au sens premier du terme, si je peux me permettre. La montre cinéma, bon, je l'ai décrit tout à l'heure, il y a le fond qui représente le cadran, comment on dit, une boîte de film, réellement, donc avec les reliefs d'une boîte de film. Il y a la montre gastronomie qui est creusée comme une assiette, avec des petites cuillères et une fourchette, eux aussi, qui sont formés. Donc c'est le formage, le formage des cadrans. Ça c'est une des caractéristiques. Par exemple, dans le cas de la montre cycliste, il y a véritablement un pédalier, il y a les rouages, c'est en 3 niveaux, donc il y a aussi une très grande complexité de l'aiguille. La montre littérature, le cadran, donc c'est un cadran blanc, comme la page blanche qu'on a du mal à écrire. Il y a un alphabet en relief qui fait les 3/4 du cadran, en arrondi, qui reprend les signes de ponctuation et toutes les lettres de l'alphabet. Et puis il y a un stylo-plume et la plume. Donc c'est un petit peu la littérature d'aujourd'hui et d'hier. Je crois que Jean-Christophe Maréchal est, si ça existe, un homme de marketing spontané. C'est-à-dire qu'il sent très très bien, parce qu'il passe énormément de temps à discuter avec chacun, avec les revendeurs, avec les clients, ou au contraire ceux qui sont chargés de vendre le produit. Il se documente énormément, donc il est toujours à l'affût. Mais ce n'est pas une attitude systématique, il ne potasse pas des gros bouquins de marketing, on vous dit on n'a pas fait d'études de marché, etc. Mais ceci dit, je pense que dans la conception même, étant donné qu'il a un fond, je ne sais pas s'il aimerait que je le dise, mais enfin il a un fond très très enfantin. Il y a une puérilité, mais dans le bon sens du terme, chez Jean-Christophe, quelque chose de complètement préservé. Donc, étant donné qu'il a une création assez débridée, c'est-à-dire qu'il ne se dit pas, tiens, il faut que je fasse celle-ci parce qu'il y a un public dans le disque, non, pas du tout. Il fait tel qu'il sent les choses, tel qu'il a amassé les informations, ce qui fait que ça me semble assez évident qu'étant donné les thèmes abordés, le cinéma, la littérature, il y a les thèmes très classiques. Il a par exemple traité la mécanique, mais d'une manière très, très forte, et puis avec vraiment un clin d'œil, les boulons...
a priori, personne ne se revendique du cambouis aux mains, mais il y a un côté second degré. Donc c'est vrai que ça plaît énormément à un public jeune, mais jeune, la jeunesse, pas des artères, la jeunesse dans la tête. Je veux dire, si Bernard Pivot porte la montre littérature, oui, Bernard Pivot est jeune, il n'y a pas de problème. Si, il y a des tas de grands noms comme ça. Si Yves Duteuil, bon, qui est un grand de la musique française, nous commande une montre pour assurer la promotion de son prochain disque, c'est que dans sa tête, je ne sais pas quel âge il a cet homme-là, mais il a choisi un vecteur de communication jeune, effectivement. Je pense que c'est un produit jeune. Il y a peut-être une crise de certaines valeurs de l'horlogerie, mais les valeurs que nous défendons, et là je pense que toute l'équipe et de mon avis ne seront jamais en crise, sont les valeurs de création, de créativité, de qualité et d'amour du travail. Donc je pense que notre démarche étant résolument basée sur ces concepts a toutes les chances de durer. Bon, je veux dire par là, c'est vrai qu'il y a eu pendant trop longtemps dans la région peut-être des gens qui ont cédé à la facilité et ont fait des montres, bon, parfois assez banales, parfois de pas très bonne qualité du tout, et bon, tout ça, ça dure un moment. Bon, notre cheval de bataille, nous, est d'innover sans arrêt, d'améliorer sans arrêt, d'essayer de faire des choses très belles, et les choses belles et de qualité ont toujours un public. Voilà, alors là vous êtes au cœur du système Tabou Tabou, c'est-à-dire que chacune des montres donc est dessinée, les aiguilles sont fabriquées à un certain endroit, les cadrans sont dessinés à un certain endroit, les bracelets, les cuirs, les enveloppes des montres, c'est-à-dire les boîtes sont fabriquées dans des entreprises toutes locales, et il y a un moment où nous réunissons tous ces éléments, où nous les contrôlons, où nous les enregistrons, et où ensuite elles partent dans l'atelier, elles sont bien entendu stockées, rangées, complètement bien archivées, et ensuite en fonction des commandes, suivant les modèles des montres, tout est assemblé, ensuite contrôlé et expédié dans le monde entier et en France aussi bien sûr. Donc c'est le point central de la finition, de la fabrication de la montre, et ça s'appelle l'assemblage. Mais il y a aussi beaucoup de contrôle et bien entendu le service après-vente, puisque nous avons un service après-vente qui est très 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 performant. Et pourtant, tabou, tabou, en principe, c'est ce qui est interdit, non? Ah ben oui, mais tabou, tabou, ça s'annule. Ça s'annule. Ah ben oui, il est interdit d'interdire. Tabou is tabou. Le tabou est tabou. D'accord, donc c'est le jeu de négatif. Exactement. Mais ceci dit, autant que moi je puisse le comprendre et que vous-même puissiez le recevoir, hein, que quiconque, parce que bon, on est là pour recevoir ce nom. Tabou tabou, c'est un peu le tam-tam, c'est bon, cette répétition déjà, je pense, qui fait qu'on mémorise très bien. Tabou tabou, c'est un nom primitif. Tabou tabou, c'est-à-dire c'est pas, il n'y a pas de diphtongue, enfin c'est pas complexe. Ça se mémorise très bien. Et je crois que c'est ce côté-ci primitif, puisque nous on a une communication qui est très matière. Je veux dire, on a fait ce choix de faire des montres qui sont des montres moyenne gamme, c'est pas des montres inaccessibles en termes de prix, mais qui présentent des très belles matières. Bon, par exemple là c'est de l'autruche, qui est le plus beau cuir, c'est de l'acier, on a du plaqué or, c'est du verre minéral. Donc il y a ce choix de la matière. Donc tabou tabou, avec ce côté primal, tabou tabou, on s'est dit que c'était une manière de revenir comme ça un peu à la base des choses. C'est basique. Eh bien, pour Tabou Tabou, nous avons des montres qui vont jusqu'à à peu près 1000 francs, 1200 francs. Par contre, ça c'est une surprise peut-être, nous avons une nouvelle marque qui s'appelle Meka et qui représente des montres de ce type, de design, je dirais d'avant-garde, mais avec des mouvements mécaniques, et ces montres-là sont de haut de gamme. Est-ce que pour vous, finalement, il est important de faire apprécier
ce qui se fait à Besançon, donc tout cela. Ah oui, très très important. C'est pour ça, c'est pas par hasard. C'est vrai qu'il peut-être qu'à posteriori, on peut regarder un petit peu, quand on regarde son propre parcours, c'est sans doute pas par hasard que je suis venue de la mairie de Besançon à l'horlogerie, parce que l'horlogerie, c'est vrai, avait été sinistrée. Et il y a une volonté, moi, ça me fait profondément plaisir quand je vais voir des journalistes et qu'on me dit « Ah bon, c'est 100% français, c'est bien. Ah, un créateur uni à Besançon, parfait. » Donc il y a une fierté partagée. Et je me rends compte que les gens aussi sont à la recherche de ça, parce que même s'ils présentent des tas de produits de Taïwan, de Suisse et autres, quand il y a vraiment un produit qui tient la route, comme on dit, et qui est français, ils ne sont pas mécontents. Alors donc, je veux dire, il y a un partage, il y a un échange de cette satisfaction de faire français. Nous, en plus de ça, de faire bisontin. Qui sont vos clients dans le monde? Eh bien, j'espère un jour bientôt la Nouvelle-Zélande et des contrées lointaines. Pour l'instant, nous sommes très bien implantés en Europe. Nous démarrons aussi très bien au Japon. Et nous sommes en préparation pour les États-Unis et effectivement Australie, Nouvelle-Zélande. Mais pour l'instant, notre cœur est principalement l'Europe et le Japon, dont la Suisse. Nous vendons beaucoup de montres en Suisse. Donc Besançon finalement n'a rien à craindre face au marché japonais et suisse? Ben écoutez, Tabou pour l'instant n'a pas peur effectivement de ces marchés. Besançon, pour être sérieux, effectivement, doit quand même faire attention. Les concurrents étrangers sont souvent bons. Ceux qui font de la qualité et de la création, encore une fois. Bon, elle n'a peut-être pas à craindre de ce qui s'appelle le bas de gamme, c'est-à-dire des montres de premier prix et de mauvaise qualité, mais il ne faut pas que Besançon se batte sur ce terrain. Et il faut que Besançon ait des idées et de la précision dans ses fabrications. Nous travaillons tous dans des salles de ce type, avec beaucoup de matériel. Nous faisons essentiellement de la pratique. Ici, c'est-à-dire que c'est la salle où nous manipulons, c'est là que nous avons nos expériences sur lesquelles nous travaillons toute la journée. Et quelle est donc la branche des sciences dont il s'agit ici? Dans cette pièce exactement, il s'agit de l'optoélectronique, je crois. Oui, c'est ça. Ici, nous faisons donc de l'optoélectronique, c'est-à-dire une matière où nous associons l'optique et l'électronique pour fabriquer différents composants. Donc, par exemple, ici, nous avons des expériences où on essaye de faire du calcul comme un ordinateur, mais avec de la lumière. Est-ce que c'est une branche pour laquelle l'Université de Franche-Comté est connue? Oui. Pour cette branche-là, oui, particulièrement, car nous sommes associés avec plusieurs laboratoires dans différents pays européens. On travaille dans le cadre d'un contrat européen. Nous fabriquons un prototype en collaboration avec d'autres universités européennes. Donc nous sommes le seul laboratoire à Besançon dans ce contrat-là. Nous travaillons avec les Anglais, les Belges, les Grecs. Et qu'est-ce qui explique que Besançon ou que l'Université de Franche-Comté s'intéresse particulièrement à cette branche des sciences?
Il faudrait parler des microtechniques à Besançon. L'optoélectronique est une branche des microtechniques, même si elle n'a pas encore une très grande place, mais elle va trouver dans un futur très proche une place importante, je pense. C'est-à-dire que historiquement, la région donc était très connue pour son horlogerie. Et économiquement, il y a eu un certain déclin de l'horlogerie dans la région. Et les gens ont utilisé leur savoir-faire justement dans le travail des petites pièces, des choses très petites, et se sont lancés dans les microtechnologies, dans la microtechnique. Donc, nous faisons donc de la recherche dans le cadre des microtechniques. Donc c'est véritablement une conséquence de l'horlogerie traditionnelle en Franche-Comté. Oui, absolument. Oui. C'est un transfert de technologie. Les gens ont gardé leur savoir-faire pour se lancer dans le travail des petites choses, des petites pièces. Par quel chemin est-ce que vous êtes arrivé, vous, à ces recherches dans ce laboratoire? Je pense pas on ne sait pas quand on a 18 ans, quand on vient de passer son baccalauréat, quand on entre à l'université, on ne sait pas exactement ce que l'on va faire parce qu'on ne sait pas, on ne connaît pas les laboratoires de recherche, on ne les a jamais vus. Et c'est petit à petit en rencontrant les professeurs qui font de la recherche à côté de leur enseignement qu'on a été amené à découvrir ce laboratoire et à s'y intéresser et à y rester pour quelques années. À Besançon, il y a un lycée qui se spécialise, n'est-ce pas, dans ce domaine-là? C'est le lycée Julag, c'est le lycée où j'ai passé mon baccalauréat. Donc c'est un très vieux lycée qui, pareil, au départ était une école nationale d'horlogerie qui a fonctionné pendant très longtemps, qui formait des gens très réputés dans le domaine de l'horlogerie et qui, maintenant, pareil, suit l'évolution de la région et se lance dans les microtechniques, et forme des bacheliers et des gens après le bac sur les microtechniques. Moi, j'ai passé mon baccalauréat là-bas et je suis venu à l'université après. Vous pensez pouvoir rester à Besançon pour faire une carrière dans ce domaine? C'est-à-dire que nous, on est des futurs chercheurs et les industries locales n'ont pas les moyens de s'offrir leur propre laboratoire de recherche. Donc toute la recherche, elle se fait toujours en collaboration avec des universitaires. Donc soit on fait de la recherche en université, soit il faut partir ailleurs. On peut guère imaginer faire de la recherche dans les entreprises locales, sauf quelques cas particuliers qui sont des centres de recherche plus ou moins liés à l'université de près ou de loin. Oui, sur Besançon, c'est surtout des petites entreprises et des moyennes entreprises qui sont implantées, des sociétés qui n'embauchent pas de chercheurs. En fait, tout le Jura, la chaîne des montagnes du Jura, est une région où il y a eu beaucoup d'horlogerie et de petites fabriques. Donc c'est vraiment toute la région maintenant qui s'est lancée dans les micro-technologies, la microtechnique, y compris le versant suisse, où il y a beaucoup de collaboration entre les entreprises françaises et les entreprises suisses. Tous les 2 ans, il y a un salon qui s'appelle Micronora. C'est un salon qui regroupe tous les industriels, maintenant c'est national et international, tous les gens qui travaillent dans les microtechniques. Et associé à cette exposition, en même temps, il y a un colloque où des universitaires ou des grandes entreprises peuvent présenter leurs nouveaux projets, leurs thèmes de recherche actuels, présenter ce qu'elles font. Ce salon a lieu tous les 2 ans, à Besançon. Et qui est-ce qu'on retrouve donc? Qui sont les exposants?
les entreprises locales, les petites, les grandes, les lycées, enfin les centres de formation, l'université, la région. C'est vraiment un salon qui regroupe. Bon. C'est un peu la vitrine de la Franche-Comté en tant que pôle des microtechniques. C'est vrai que c'est sa vitrine industrielle. Et c'est un salon qui est en pleine expansion. Donc c'est la 12e fois qu'il a lieu. Et je crois que pour sa première édition, il y avait uniquement une dizaine d'entreprises de Besançon et de la région. Et puis maintenant, on en est à plus de 800. Donc c'est des gens qui viennent vraiment de partout. C'est beaucoup plus difficile que du temps de l'horlogerie, parce que c'est vrai que une montre, une belle montre, c'est très facile à faire partager. Bon, aujourd'hui, faire partager une réalisation industrielle, c'est beaucoup plus délicat, mais c'est sûr que c'est bien de rendre notre région attractive pour venir y travailler. Vous pensez donc que l'avenir est prometteur pour les gens qui travaillent ici dans ce domaine? Ah oui, après la crise de l'horlogerie, on aurait pu croire que les industries allaient avoir beaucoup de mal. Bon, et finalement, cette reconversion a fait beaucoup de bien à la région, je crois. Est-ce que les Byzantins connaissent bien ces cours? Moi, je pense que certaines sont connues, mais peut-être pas toutes. Parce que Besançon garde un peu ses secrets. Oui, je pense que c'est une ville qui se livre pas forcément au premier abord. Il faut prendre le temps de la découverte. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à rentrer dans les cours qu'on n'a pas l'impression... Enfin, on n'a pas l'impression qu'elles existent quand on est le long des rues, mais en fait, presque à chaque pas, on peut en découvrir, qui sont toutes différentes et qui ont toutes leur charme. Et puis très souvent, il y a de la verdure dans ces cours, ce qui fait que ça leur donne une allure un petit peu champêtre, un petit peu inhabituelle dans une ville de 120 000 habitants. Donc on peut se lancer dans les cours si on est visiteur. Oui, les gens oui. ne vont pas vous chasser. Non, plus maintenant. Ça arrivait à un moment? Oui, il y a quelques années, les gens étaient un petit peu méfiants quand ils voyaient arriver des touristes ou des visiteurs dans les cours. Mais je pense que maintenant, ils y sont plus habitués. En général, on n'a pas de problème. On travaille surtout sur Besançon, puis je ne vais pas tarder à laisser parler Jean-François, je suis horrible quand il y a un micro devant moi, c'est une habitude qui revient, donc je ne ferai pas un monologue. Non, on travaille surtout sur Besançon, et puis on va sur les villes aux alentours, mais c'est vrai que Besançon est plus important pour nous. Pourquoi? Parce qu'il y a 18 000 étudiants, et c'est quand même notre fonds de commerce, quoi. Les étudiants, ce sont ceux qui vont en particulier au spectacle à Besançon. Alors c'est quel genre de musique que vous faites venir surtout? On n'est absolument pas spécialisé tant au niveau de la dimension des groupes qu'au niveau du style musical, parce qu'on est aussi bien capable de faire des groupes comme Burning Spear par exemple, qui est un groupe de reggae, et d'un autre côté de faire venir un groupe comme Dépêche Mode qui n'a absolument rien à voir, musique électronique, ce qu'on appelle la New Wave. On est ouvert à tout en fait, on n'est pas difficile au niveau de ça. Tant que les spectacles sont de qualité, nous on est prêts à les organiser, les mettre sur pied et essayer d'en faire profiter tout le monde. Et on n'a pas encore fait de groupe néo-zélandais, j'espère que ça viendra un jour, parce qu'en plus il y en a des biens, mais enfin c'est un peu compliqué, quoi. Il faudra vraiment qu'ils soient en tournée européenne. Je crois qu'il y avait Crown House, mais je dois avoir une très mauvaise prononciation, qui avait fait un superbe tube il y a 2 ans, j'aurais bien voulu les faire. Non, en fait on fonctionne, on est avant tout programmateur, donc ce qu'on pense, c'est le rôle d'un programmateur, c'est quoi? C'est d'aller voir un spectacle, de sentir une émotion, de sentir une émotion sur un disque, et donc à partir de là on part du principe qu'on n'est pas des êtres uniques, loin de là. Donc si on a
nous on a pu sentir cette émotion, que ça soit dans le jazz, dans le reggae, dans le rock, ou voire même dans la variété française, on essaye tout simplement de faire repasser cette émotion en organisant le spectacle. C'est peut-être un peu prétentieux, mais ça va pas plus loin que ça, quoi. Donc à partir de là, nos critères sont pas de savoir si le chanteur chante juste ou faux, parce qu'il y a des excellents groupes de rock. Puis même je vais penser aux Pistols, aux Sex Pistols qu'on parlait à toute une génération. Merde, ils chantaient faux, ils savaient pas jouer. Puis d'un autre côté, ça a causé à des millions de jeunes. Donc on a un peu cette réflexion-là quand on organise un concert. Ça marche bien à Besançon? Est-ce que les jeunes de Besançon apprécient les musiciens que vous faites venir? En général, oui. C'est vrai qu'au début, on a eu du mal. Il n'y avait pas vraiment de concert sur Besançon. Il n'y avait pas une programmation établie. Ça se limitait à quelques gros morceaux de variété internationale et française que tout le monde connaît. Mais il n'y avait pas réellement de programmation de petits groupes ou de groupes de moyenne envergure. Et c'est à partir de là qu'on s'est décidé de mettre ça en place. Et c'est vrai qu'en faisant des concerts dans ce genre-là régulièrement, on arrive maintenant à en faire une 40aine par saison. Les gens ont l'habitude maintenant d'aller au concert comme avant ils pouvaient aller au cinéma ou ailleurs. Ce qu'il faut savoir par rapport à des pays comme l'Angleterre, les États-Unis, je ne sais pas comment ça fonctionne aux antipodes, il existe dans ces pays-là tout un réseau étudiant qui n'existe pas en France. C'est-à-dire sur les campus, on n'a pas l'habitude d'organiser des concerts. On a essayé d'en faire sur les campus parce que je disais après tout, autant aller les chercher directement sur place, on ne va pas les faire déplacer. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Il n'y a pas la même culture qui existe sur les campus français que sur les campus anglais. Donc c'est vrai que c'est très long pour nous. C'est une politique d'image. On a un logo qui est relativement fort, je pense. On essaye de le travailler au maximum. On essaye en même temps de donner une image au spectacle qu'on fait, de pratiquer aussi une politique de prix, de tarifs qui sont relativement bas, puisque la moyenne de prix de nos concerts est d'environ 60 francs, ce qui est le prix d'une discothèque, d'une entrée en discothèque. Donc on travaille vraiment sur du long terme, on espère que ça va marcher, mais le problème du long terme, comme tout le monde le sait, c'est que bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer, quoi. Mais bon, on a espoir quand même. Est-ce que vous faites travailler également des groupes de la région? Est-ce qu'il y a de bons groupes dans la région de Besançon? Il y en a un dont on s'occupe depuis quelques temps, dont François a entendu parler il y a quelques années et qui l'ont séduit assez vite. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Et sinon, il y en a quantité d'autres, effectivement. Peut-être depuis qu'on a commencé à organiser des concerts, mais de toute façon, ils existaient un peu avant. Maintenant, ils ont réussi à passer un cap d'amateur à semi-professionnel et il y a un certain nombre de groupes qui commencent à émerger, qu'on arrive à placer nous, parce qu'on a aussi envie qu'ils arrivent à jouer devant du monde et dans des bonnes conditions, donc on essaie dans la mesure du possible de les placer en première partie de groupes plus connus qu'on produit dans d'autres salles de Besançon. Oui, est-ce que pour vous la musique française est importante par rapport à la musique anglo-saxonne? Parce que d'après ce que j'ai entendu en France, vous êtes assez submergé par la musique anglo-saxonne. Ce que je disais tout à l'heure hors caméra quand on a commencé à parler ensemble, on est un des pays d'Europe qui est le moins submergé par la musique anglo-saxonne. Ça c'est déjà le petit A. C'est vrai qu'il y a eu une OPA formidable de la part des anglo-saxons. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont quand même inventé le monde du rock, c'est eux qui l'ont créé, c'est parti de là-bas. Donc on n'a pas les prétentions de vouloir changer les règles, c'est pas nous qui pouvons changer les règles. Mais depuis 2 ou 3 ans, il y a quelques groupes français qui commence à passer les limites des pays francophones. Je pense à la Mano Negra qui commence à sortir aux États-Unis. Je pense aux Négresses Vertes qui marchent très très fort en Angleterre en particulier. Et à des tas d'autres groupes qui sont en train de sortir. Pourquoi ils arrivent à sortir? C'est parce qu'ils ont une spécificité qui est bien française. Il faut savoir qu'en France, il y a quand même un melting pot fantastique. Alors ça plaît à certaines personnes, ça ne plaît pas à d'autres personnes, en particulier à 14% des Français. Nous on pense que c'est une chance énorme au niveau culturel d'avoir beaucoup d'Africains, d'avoir beaucoup de beurre, d'avoir des Polonais, d'avoir des Italiens. Bref, on a un brassage fantastique de culture. Puis je pense que chez vous ça doit être un peu la même chose aussi. Ce qui fait qu'il y a un mélange qui se fait à un certain moment, et c'est ça l'originalité des groupes français maintenant, de certains groupes français, c'est qu'ils arrivent à pouvoir digérer toutes ces influences différentes, toutes ces cultures différentes, et en ressortir quelque chose. Et ça c'est intéressant. Et parallèlement à ça, il y a d'autres groupes qui sont plus dans un genre anglo-saxon, qui n'ont pas tellement une spécificité.
Et puis enfin, et là on en reparlera tout à l'heure, les Infidèles, ce qui est intéressant, c'est que musicalement, bon, c'est le groupe dont on s'occupe et qui sont en train de balancer là derrière, c'est pourquoi vous entendez des petits bruits, c'est pas encore propre mais ça le sera tout à l'heure. Et eux ont un discours assez clair sur le rock français, ils font de la musique avant tout, ils sont français donc ils vont le chanter en français et à partir de là, bon, ça passe ou ça passe pas. Mais pour l'instant, avec eux, on n'a pas la prétention d'aller commencer à travailler dans les pays anglo-saxons, je pense pas qu'on soit encore assez fort. On est un groupe de rock français, on s'est formé en 1983, donc dans le Jura, on se saignait. Et en 83, on a commencé à jouer, à faire des concerts. En 84, on a signé sur un label indépendant parisien, une maison de disques, chez qui on a sorti 2 45 tours et un mini-album en public. Entre-temps, on a tourné dans toute la France, on a tourné un petit peu en Suisse, en Belgique, au Canada, enfin au Québec. Et récemment, on a signé un contrat avec une majeure compagnie française qui s'appelle Tréma, chez qui on a fait un 45 tours et un album déjà, qui est sorti il y a 4 ou 5 ans. 2 45 tours. 2 45 tours et un album. Et vous êtes toujours les mêmes À l'origine, on était en trio, donc Christophe, Jean et moi. Et depuis 8 mois, Fabrice nous a rejoint. Voilà. Il y a eu un petit changement de personnel quand même, on va en parler en tout cas. Il y avait une demoiselle au clavier, bon, pour diverses raisons. Fabrice nous a rejoint, il est parti. Voilà. Oui, votre musique, est-ce que vous jouez une musique, vous chantez une musique française? Oui, absolument. Et on a un groupe qui chantons en français. On revendique complètement l'identité française, si tu veux. C'est-à-dire qu'on a nos influences, évidemment, comme tous les groupes de rock sont anglo-saxonnes, mais on revendique complètement l'identité d'un groupe de rock français chantant en français. Et qui écrit vos textes? C'est vous-même? Oui, c'est nous-mêmes. Ouais. On compose, on fait les textes. C'est-à-dire c'est 100%, tout le groupe, toute la musique, c'est 100% nous-mêmes, quoi. Et vous commencez à être connu maintenant en dehors de la région, je crois. On commence à être connu nationalement, sans faire des malins. Non, mais disons qu'on vient de rentrer dans un truc qui s'appelle le Top 50. Si tu veux, c'est les 50 meilleures ventes de 45 tours en France et on est rentré donc cette semaine. D'ailleurs, ce soir, on va passer à la télévision française. Ce qui n'est pas non plus un aboutissement pour nous, quoi. On commence à être aussi connus parce qu'on a quand même, depuis 6-7 ans qu'on est ensemble, on a quand même beaucoup joué, on a écumé un peu tous les clubs. Bon, plus récemment, on a joué dans les plus grosses structures, les plus grandes salles, devant 3 000 à 4 000 personnes, et ça s'est très bien passé, quoi. Ce qui fait qu'en comptabilisant toutes ces personnes, il y a beaucoup de gens nous ont vus, quoi, nous connaissent. Donc. C'est pour ça c'est un petit peu le travail qu'on a effectué depuis 6-7 ans qui est en train de porter ses fruits, quoi. Travail de longue haleine. Donc cette année, c'est un peu une année charnière pour nous. C'est-à-dire soit le groupe peut vraiment exploser, d'ailleurs dans tous les sens du terme, quoi. C'est-à-dire que ça peut aller très bien ou ça peut se passer moins facilement. Mais non, pour l'instant, ça va bien, quoi. Pour l'instant, ça se passe très bien. Là, depuis sur l'année qui vient de s'écouler, c'est que du positif. Ouais.
de toute façon, comme plein de groupes, tu as des groupes qui marchent. Même des groupes qui marchent un petit peu moins que nous, bon, je veux dire, c'est difficile d'avoir de toute façon. Tu as toujours des petits boulots, des petits jobs, mais c'est difficile de concevoir un job à côté et faire la musique. Tu peux pas. Une fois maintenant, là où on en est, nous par exemple, pourtant on n'en gagne pas spécialement bien notre vie, mais si tu veux, on pourrait pas avoir un travail. On n'est jamais là, on est tout le temps parti. On est souvent en déplacement, quoi. Donc, étant donné que notre maison de disque est à Paris, on est amené souvent à être à Paris pour les émissions de télé, de radio, etc. Donc, parce que la décentralisation n'existe pas encore, et on est souvent là-bas, quoi. Mais vous restez toujours à Lens? Oui, on habite dans le Jura, oui. Ah, si tu veux, on revendique aussi complètement notre région, si tu veux. On n'est pas un groupe qui va les expatrier à Paris pour dire qu'on habite à Paris, parce qu'on n'en a rien à foutre. Non, on vit bien ici, quoi. Je veux dire, on a nos amis, on a notre vie, tout ça, quoi. On est bien, quoi. Et puis, je pense on a eu l'occasion de parler souvent avec des Parisiens, ça qui ne supporteraient pas d'aller vivre en province parce que c'est un autre rythme, quoi. C'est un peu la même chose pour nous, quoi, à l'envers, quoi. Pareil, au bout de 15 jours, il y a une espèce de saturation de stress qui nous empare, quoi. On en a souvent parlé. Enfin, peut-être qu'on s'y fera si, bon, à l'avenir, on est obligé d'y passer beaucoup plus de temps, mais bon, pour nous, on se sent bien en province. C'est dur de rester là-bas, on se sent bien ici, quoi. De toute façon, il y a de plus en plus de groupes qui ont des bases à Paris quand ils font la promo, des choses comme ça, et qui n'habitent plus dans la capitale parce que c'est pas possible. Parce que c'est vraiment trop dingue, quoi. Et avec les transports de nos jours, c'est possible de se rendre à Paris. Ouais, d'ici, nous, on a 2h30 de voyage pour aller à Paris, quoi. Je veux dire, c'est rien, quoi. Donc ça va, si tu veux, on n'est pas... On prend un train à 10h du matin, à midi et demi, on est à Paris, quoi. Donc on n'a pas trop de problèmes là-dessus, quoi. Oui. Où est-ce que vous aimeriez que ça continue, que ça parte? Dans le monde entier. En Nouvelle-Zélande, justement. Bah, on peut parler justement aussi de... Là, d'ici une quinzaine de jours, on va partir jouer une province francophone, au Québec. Au Canada, quoi, enfin au Québec. Et puis on va aller jouer là-bas, faire un petit peu de promotion aussi, parce que le disque est un petit peu en train de décoller, il se passe des choses là-bas, donc on va aller faire un petit tour là-bas. Ça va être l'occasion de revivre une nouvelle aventure qu'on a déjà vécue. On est parti déjà jouer au Canada il y a 2-3 ans. 2-3 ans. Et puis on est vraiment très très content d'y aller, quoi. Voilà. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Salut à la Nouvelle-Zélande. Toujours avec tout.